Est-ce que la souveraineté numérique, pour vous, qui êtes un observateur attentif, est-ce que c'est un sens ou c'est un peu un mythe? Alors, on a confondu très longuement où est-ce qu'on stocke les données et où est-ce qu'on calcule. J'étais administrateur du Numergy, vous savez, l'aventure étatique dans le cloud. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup d'éducation. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a une future licorne française qui se crée pour le cloud souverain. Mais l'histoire de souveraineté n'est pas un problème de frontières, c'est plutôt comment on va stocker les données, comment on va les agréger et comment on va les calculer. Donc aujourd'hui, il y a une souveraineté française et européenne parce qu'on veut se désengager, on veut s'affranchir en fait des standards qui ont été créés par les Américains. Bah oui, mais si vous regardez, Thales avec Google, Orange Business est avec Capgemini et Microsoft, Atos avec Amazon AWS. D'accord, il y a cette initiative de Noompost, on en a parlé ici dans le Grand Journal, mais on voit bien que ça a du mal. Tout le monde a du mal parce qu'on a besoin de... Alors vous avez raison, c'est la question de la sauvegarde des données qui est essentielle. Mais donc ça en fait, il y a deux choses. Il y a la sauvegarde physique, donc vous avez un stockage chez Apple pour 2 € ou Google, et après il y a le stockage logique, et comment est-ce qu'on rend les données pertinentes. Donc au-dessus du stockage physique, il y a des couches intelligentes, ce que propose d'ailleurs toutes les sociétés françaises. Ils verticalisent en fait le cloud. Quand vous êtes dans les médias, par exemple, vous avez des besoins de cloud X. Quand vous êtes, par exemple, dans la finance et que vous faites du trading hyper frequency, vous avez besoin d'autres services. Donc, toutes ces sociétés ajoutent une couche d'intelligence. Et c'est ça qui est important. Après, le stockage, qu'il soit en France, aux États-Unis, si possible pas en Chine ou en Russie en ce moment, ça a peu d'importance. Juste un petit point, Michel Paulin que je recevais, donc le directeur général que vous connaissez bien sûr, directeur général d'OVH, qui était avant ici chez SFR, il disait le grand enjeu, et on ne le mesure pas du tout, on est en train une sorte de prise de conscience, c'est justement sur les données. C'est-à-dire que les États-Unis, s'ils ont envie de demander à des grands GAFAM, vous me donnez telle ou telle donnée, information, ils leur donnent. Et c'est là tout l'enjeu, notamment au niveau de l'industrie européenne, enfin l'économie européenne et bien sûr, de facto, l'économie française. Oui, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir un commissaire européen très actif, là, Thierry Breton, qui est en train d'affirmer très fort la souveraineté numérique de l'Europe. Et justement à travers la DSA et les DMA, c'est ça que vous voulez dire? Oui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont le Cloud Act, etc., qui sont en train d'être votées et mises en place. Et c'est simplement pour s'affranchir d'un environnement qui est allé beaucoup trop loin. Vous savez, on a loupé le train de l'Internet. Moi, j'étais à la Silicon Valley en 98. On a loupé le train du cloud. On est en train de louper le train de l'IA. Il faut quand même qu'on se raccroche à quelque chose. On est très fort en cybersécurité, par exemple. Et je pense que ce que j'appelle le smart cloud, le cloud intelligent, pas le cloud physique, parce que là, malheureusement, c'est une économie d'échelle. Là, la France est très bien placée. Et le cloud intelligent, comment vous le voyez, le smart cloud? Le cloud intelligent, c'est-à-dire que pour chaque typologie d'activité ou de taille de société, on va avoir un environnement qui va être avec des termes techniques, les Service Level Agreement, SLA, ou des qualités de service qui vont être différents. Chaque industrie a des besoins un petit peu différents. Donc toutes ces sociétés vont customiser, vont rendre digérable ce cloud qui est inerte et vont le rendre intelligent et vivant. Tiens, une petite question annexe comme ça, puisqu'on a votre nom à circuler pour la présidence d'Orange. Est-ce que vous comprenez que la direction générale, Christelle Edman, qui a été nommée, elle mettra 1 an pour accoucher de son plan stratégique? Ça veut dire quoi, à votre avis? Parce qu'elle doit le présenter, je crois, le 13 février, quelque chose comme ça, donc un an après son arrivée. Est-ce que ça veut dire que Orange, il faut vraiment changer complètement stratégique, qu'on est justement dans un nouveau monde? Ou comment vous expliquez qu'il faille autant de temps? Alors, ayant dirigé moi-même plusieurs opérateurs, oui. J'en ai créé aussi plusieurs. Oui. En fait, l'opérateur, on est dans le temps long. Je vous donne un exemple. Quand on est passé de la voie classique sur la voie sur IP, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a ce qu'on appelle le X, le ramp-up, ramp-down. On passe sur la voie sur IP et on arrête la voie classique, mais ça prend 3 ans. Donc le chantier qu'a Christelle aujourd'hui est très large. D'ailleurs, elle s'y prend d'une manière très courageuse, très méthodique. Notamment, quand on est opérateur, on doit se poser la question qu'est-ce qui est core et non-core. Donc elle est en train de serrer toutes les activités, elle va en arrêter, elle va en pousser, et tout ça, ça prend du temps.